Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir si nombreux. C'est génial. Là, on est déjà une quarantaine de personnes. C'est parfait. Alors, l'objectif de ce petit moment, c'est effectivement de se poser la question, de savoir quels sont celles et ceux qui vont réussir à ressortir, ou en tout cas à vaincre cette crise et à s'en ressortir haut la main. Très rapidement, je vais me présenter. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas encore. C'est vrai que mon parcours peut être pertinent par rapport à la situation aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez sur cette photo, quand j'étais toute petite, j'étais déjà quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ne voulait pas. On va dire un sacré caractère à cette époque-là, ça s'appelait. Moi, je dirais maintenant, avec le recul, une certaine personnalité. Et donc, j'ai quitté l'école très, très jeune. Je suis autodidacte, donc j'ai quitté l'école à 15 ans et demi et je suis arrivée tout simplement à faire les marchés avec mes parents qui vendaient des vêtements. Et je suis tombée par hasard dans le commerce des fleurs, dans ce métier, je suis restée 25 ans. Mes 15 premières années professionnelles ont été des postes de salariés et j'ai appris tous les métiers de la fleur, donc la fleuristerie, l'horticulture et la distribution des fleurs et plantes en gros. Et puis, après une quinzaine d'années de salariat, j'ai démissionné une fois de plus et j'ai décidé de monter ma première boîte. Et donc, j'ai monté ma première boîte dans le commerce de gros en fleurs et plantes, puisque j'étais une très bonne technicienne de la fleur et de la plante. Alors, ce que j'aime bien dire en général, quand je suis en conférence, alors là, vous êtes quand même tous là, vous allez quand même tous me voir, je dis toujours que j'avais le profil idéal pour devenir chef d'entreprise. En attendant, vous y êtes tous, puisque vous êtes tous ici chez Optime Réseau, ou en tout cas très prochainement chez Optime Réseau pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour être chef d'entreprise, il faut un profil très spécifique. Je pense que vous allez vous reconnaître. Alors moi, j'étais démissionnaire. J'avais 2 enfants en bas âge. J'avais une maison sur le dos. J'avais un mec pas ambitieux et j'avais pas un radis. Donc pour monter une boîte, c'est ce qu'on appelle le profil idéal. Je ne sais pas comment étaient vos profils à vous quand vous avez démarré votre business, mais enfin, de toute manière, quel que soit le profil qu'on peut avoir, si on veut, on peut. Et donc, j'ai monté cette première boîte de commerce de gros en fleurs et plantes. Je suis partie de rien, donc. C'est une boîte que j'ai développée pendant plus de 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans et demi, avec 3 millions de chiffre d'affaires, 27 salariés, j'avais construit une belle structure de 3000 mètres carrés, en plein milieu de la Seine-et-Marne. En janvier 2017, je dépose 2 bilans. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on dépose 2 bilans à tout juste 40 ans? On met 27 personnes dehors. Du jour au lendemain, on se retrouve, on va dire, bourré de dettes, plus beaucoup d'amis. Le téléphone sonne plus. S'il sonne, je réponds plus d'ailleurs. On rentre plus dans les banques parce que ça sonne. Et puis, du jour au lendemain, il va falloir rembourser ses dettes. Vous n'avez plus de métier, vous n'avez pas de diplôme. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors, peut-être que les 40 personnes ne vont pas répondre, ça va peut-être faire beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui veulent répondre à ça? Qu'est-ce qu'on fait à 40 ans quand on se retrouve au fond du trou? On remonte. Ah, mais il y a que des gens positifs dans cette conférence, c'est génial! C'est génial! On part aider chez Mère Teresa. On part aider chez Mère Teresa, potentiellement aussi. Non, bon, en tout cas, on puise merci. dans ses forces et on trouve une idée. Je suis désolée, il y a eu juste un trou et j'ai pas juste compris comment se fait-il que tu aies fermé ta boîte en Ah ben ça, je ne l'ai pas dit. Ah, d'accord. Je me suis dit, comme ça, le son a Comment ça eu se un fait? petit problème Alors, à ce moment-là, voilà. Ça va pas être la thématique du jour, le pourquoi je l'ai fermé, mais allez, en deux, trois phrases, et je vais revenir dessus justement dans la présentation. C'est que, pour être très clair, au final, après 10 ans et demi d'entrepreneuriat dans cette boîte, je suis jamais devenue un vrai chef d'entreprise. Je suis restée une très bonne technicienne de la fleur et de la plante. J'avais la tête dedans, les mains dedans, et finalement, je faisais tous les métiers dans cette boîte, sauf celui de chef d'entreprise. Je déchargeais les camions, je faisais les livraisons, je balayais par terre, je passais le karcher dans le bâtiment, enfin voilà, je faisais tout ce qu'il fallait faire, malgré les 27 personnes qui bossaient pour moi. Bon, voilà, ça c'est déjà le schéma. Mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai planté ce business. Mais c'est avec le recul qu'on peut analyser le pourquoi du comment. Bon, alors maintenant on va continuer parce que le plus important c'est quand même la suite. Donc je me suis retrouvée au fond du trou et comme vous l'avez dit au début, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit il y en a deux. Il y en a deux. Soit vous passez le reste de votre vie à vous plaindre que c'est de la faute des autres, soit vous décidez de remonter un business tout de suite et de repartir de l'avant, ce que j'ai fait. Je suis partie me former aux États-Unis au business coaching. Je parlais pas l'anglais, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, je parle toujours pas. Et quand je suis revenue en France, donc 6 mois après mon dépôt de bilan, donc j'ai démarré ce métier de business coaching. Voilà, ça a été un peu difficile au début parce que syndrome de l'imposteur. Il a fallu aller dire au chef d'entreprise, je vais t'expliquer comment il faut faire pour pas planter ta boîte. Alors que moi, je viens de planter les 2 miennes. Voilà, donc ça a été un petit passage un peu difficile. J'ai développé ce business, ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier, je m'éclate, je m'amuse.
Je rencontre des gens extraordinaires tous les jours depuis 13 ans, donc que des entrepreneurs, hein, des gens qui ont envie de bouger, d'avancer. Et puis, donc, je suis restée 9 ans franchisée dans un réseau international. Et depuis maintenant 4 ans, je développe mon propre business. Alors, pour information, je suis aussi l'auteur de la collection d'ouvrages à succès « Tu te lèves et tu décides ». Certains d'entre vous les connaissent peut-être. Tu te lèves et tu décides, c'est un peu mon credo de vie. Hein. C'est effectivement, on va dire, ce qui me pousse aux fesses quoi qu'il arrive dans la vie. Hein. Tu te lèves et tu décides. Donc, un premier bouquin, Tu te lèves et tu décides, il y a 4 ans. Un deuxième, coécrit avec Isabelle Stemmer, Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau. Ça tombe bien, on est chez Optim Réseau. Parce que faire du réseau, c'est tout pour la pro. Des gens qui ont envie de... Et puis ensuite, le troisième livre qui a été coécrit avec Biba Pédron, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, qui s'appelle « Tu te lèves et tu décides de ta performance commerciale ». Car faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais rentabiliser, c'est beaucoup mieux. Certains d'entre vous les connaissent peut-être. Ah, j'ai un retour de son. C'est mon credo de vie. Hein. C'est effectivement… Il faut couper tous les micros là. Hein. Ouais, je crois. Ou c'est les micros, ou c'est le live, mais il y a quelque chose qui me fait un retour de son en décalage. C'est très dérangeant. Et puis maintenant, il y a 2 ans, j'ai décidé, en plus de faire le métier que je fais, de développer en franchise mon activité, mon métier de business coaching. Donc, j'ai créé un réseau avec la marque Tu te lèves et tu décides. Et donc, aujourd'hui, notre métier, enfin depuis 13 ans déjà, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants, les managers à devenir des vrais chefs d'entreprise, donc ne pas rester des techniciens ou des opérationnels dans leur business, mais tout simplement permettre à vous tous, d'avoir la qualité de vie que vous souhaitez, gagner l'argent dont vous avez besoin. Et puis l'objectif, c'est quand même aussi, à un moment ou à un autre, de rendre nos entreprises rentables, pérennes et vendables. Alors tout ça, c'est bien beau, hein, mais vu la situation aujourd'hui, vous allez me dire « Ah, ça va peut-être remettre en question pas mal de choses ». Mais malgré tout, pas tant que ça. Et donc, les valeurs qui m'animent et qui sont aussi les valeurs que je transmets aujourd'hui à travers tout ce que je fais, hein, mes conférences, mes accompagnements, quand j'écris dans mes bouquins, c'est vraiment ces valeurs qui sont tout simplement la clé de mon succès, l'envie, la volonté, la détermination, la rigueur. Et tout ce que je fais, je le fais avec plaisir et passion. Quel est l'intérêt de faire quelque chose si vous ne prenez pas plaisir de le faire, hein, très honnêtement. Et puis, depuis 18 mois maintenant que je développe ce réseau, voilà, on est dans 3 pays, on est dans 3 régions, on est 9 franchisés. Et voilà, je suis en France, au Burkina Faso, Sénégal, Île-de-France, Guadeloupe, Martinique. Et donc, je développe ce réseau tranquillement, mais certainement. Alors, pour devenir un vrai chef d'entreprise, moi, j'ai mis en place une méthode en 7 étapes clés pour une entreprise rentable et pérenne. Ces 7 étapes se regroupent tout simplement en mode, le première étape s'appelle inspirer. Inspirer, l'objectif, c'est vous en tant que chef d'entreprise. Quel va être votre état d'esprit, votre attitude, votre savoir-être qui va vous permettre de mettre en œuvre toute la méthodologie du savoir-faire. Parce que, est-ce que vous avez tous l'attitude et l'état d'esprit que doit avoir un chef d'entreprise? Alors justement, on va en parler beaucoup tout à l'heure, puisque par rapport à une situation comme le Covid aujourd'hui, la difficulté est là et c'est justement notre état d'esprit, c'est notre côté mindset qui va nous permettre de passer pas mal de choses. La deuxième étape de notre méthode s'appelle anticiper, vous apprendre à devenir des gens proactifs et ne pas rester seulement des personnes réactives pour développer leur business. On va rentrer dans le détail de certaines étapes tout à l'heure. Vous allez devoir aussi apprendre à maîtriser, c'est-à-dire construire des fondations solides qui vont vous permettre de mettre des pavés en béton. Vous savez, quand on construit des fondations, c'est du béton. Il faut qu'ils soient armés en fonction de ce qu'on veut construire au-dessus. Ensuite, alors l'étape suivante, alors celle-ci, elle n'intéresse pas grand monde. Hein, c'est comment on gagne de l'argent, comment on va chercher des clients, comment on est rentable. La rentabilité, ça sert à une chose fondamentale, à avoir du cash. Le cash, c'est ce qu'on appelle la trésor, c'est ce qu'on appelle de l'oxygène pour une entreprise. On va aussi en parler d'ailleurs un petit peu plus loin dans la présentation. Et donc, la rentabilité, la trésor, le cash nous permet de financer le développement de notre activité. Au fur et à mesure que vous allez développer votre activité, vous allez devoir à un moment ou à un autre gagner du temps. Donc, vous allez devoir mettre en place des systèmes, quelle que soit la taille de votre métier, la taille de votre business, la taille de vos ambitions. Tout ce qui sera une tâche répétitive devra, à un moment ou à un autre, mettre une procédure, mettre un système en place. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les systèmes vont évoluer. L'objectif étant de faire que votre entreprise travaille à un moment ou à un autre de manière prévisible. Et puis, une fois que votre entreprise va être automatisée, travailler de manière prévisible, il vous faudra bien des gens qui feront fonctionner les systèmes de votre business. Et donc, ça va être l'étape fédérée. Donc, comment vous les recrutez, comment vous les intégrez, comment vous les chouchoutez, comment vous les dorlotez, comment vous communiquez, comment potentiellement vous les sanctionnez si besoin est. Et puis, tous les outils qu'on va avoir utilisés
dans l'étape inspirée avec l'entrepreneur, on va aller les dupliquer sur toutes les équipes, ce qui va nous permettre d'avoir des gens avec un bon état d'esprit, une positive attitude et qui va emmener la société vers la réussite. Et puis, une fois que ces 6 premières étapes ont été mises en place, bah, l'entreprise, il ne vous reste plus qu'à la piloter. Tous les indicateurs ont été mis en place. Et là, pour le coup, à partir du moment où vous pouvez mettre un pilote à votre place, vous êtes devenu un vrai chef d'entreprise et à vous de faire ce que vous voulez de votre temps, de votre énergie et de votre argent. Ça serait génial si tout s'arrêtait là, hein, on est d'accord. Est-ce que ça vous paraît facile? Allez, 1 ou 2 réponses d'arriver à ça. Facile, Ah, ben là, non. Facile, non. J'allais dire, je suis toute seule. Non, non. Je commençais à paniquer, là, je suis toute seule en train de faire la conférence. Alors non, pas facile. Selon vous, combien de temps il faut pour arriver en haut? Tout dépend de l'entreprise, tout dépend de soi. Tout dépend d'où on part. Secteur aussi, Voilà. Tout dépend d'où on part. Aussi, secteur d'activité. Pas forcément. Ouais, tout dépend d'où on part. Ça dépend d'où vous partez, où est-ce que vous voulez aller. Mais à partir du moment où vous partez, on va dire de zéro, vous démarrez un nouveau business, vous souhaitez en devenir le pilote. Alors bien évidemment, quand on dit pilote, ça veut dire qu'il va falloir développer un système avec des collaborateurs. Mais aujourd'hui, si vous ne souhaitez pas développer un business, si ce n'est pas votre ambition d'avoir une entreprise avec 5, 10, 15, 20, 50, 200 collaborateurs, c'est tout à fait votre choix. Alors bien évidemment, vous resterez, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, l'homme clé dans votre business, puisque vous allez travailler seul. Ça, c'est le choix de tout le monde. On n'est pas là pour vous dire vous devez ou vous ne devez pas recruter les gens et devenir un vrai pilote de votre business. Mais à partir du moment où vous décidez de monter une organisation pour en devenir le vrai pilote, il va vous falloir en moyenne, je dis bien en moyenne, puisque ça fait quand même 13 ans que je fais ce métier maintenant, en moyenne 7 ans en partant de rien pour arriver jusqu'en haut. Donc la moyenne 7 ans, ce qui veut dire qu'il y en a en 3-4 ans qui vont y arriver, d'autres en 10 ans. Et puis si vous décidez de travailler en mode un peu indépendant, hein, en profession libérale, bah, il est clair que vous ne deviendrez peut-être jamais le pilote parce que la société ne tournera pas sans vous, puisque forcément vous serez l'homme clé de l'entreprise. Mais en attendant, est-ce que vous aurez besoin d'avoir la bonne attitude et le bon état d'esprit pour développer votre business? Oui. Est-ce que vous aurez besoin d'être capable d'anticiper le développement de votre business? Oui. De mettre en place des fondations? Oui. De faire du chiffre d'affaires? J'espère que oui. De mettre en place des systèmes qui vous feront gagner du temps à titre d'indépendant, bien évidemment. Et puis tout ça, vous en avez déjà besoin. Donc on va dire que déjà, les premières étapes, vous devez bien évidemment de les bétonner et de les mettre en œuvre. Donc ça ne prendra pas 10 ans, mais c'est quand même un petit peu du boulot. Alors nous, on va commencer par parler principalement 2 étapes aujourd'hui. On va parler d'inspirer et d'anticiper. Donc la question que je pose, sinon, et vous, sinon, quel est votre mindset aujourd'hui? Là, on est à 6 semaines, on est dans la 7e semaine de confinement. Quel est votre mindset? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui veulent nous partager le mindset qu'elles ont après 6 semaines de confinement? Alors, le mot français du mindset, c'est l'état d'esprit aujourd'hui. Hein. Moi, je suis plus Thomas, je suis plus combatif que jamais. De toute façon, j'ai vécu le début du confinement personnellement comme une opportunité, bon, même s'il y a beaucoup de problèmes autour. Donc nous, dans notre cabinet de conseil, hein, on s'est dit, bon, on va pas pouvoir aller sur les routes de France, donc on va faire autrement. On va faire avec les moyens digitaux. Et puis on va publier des conseils gratuits sur les différents réseaux sociaux qu'on a et revoir complètement notre site web, par exemple. Génial. Au moins déjà, vous avez optimisé le temps qui a été obligatoire de confinement pour aller faire des choses que vous n'aviez peut-être pas le temps de faire et surtout peut-être trouver des nouvelles actions ou des nouvelles opportunités pour l'avenir. Exactement. Super, merci Thomas. Quelqu'un d'autre veut partager? Philippe, lui, il a toujours envie. Bon, ben voilà, c'était réglé. Ouais, non, moi j'ai gardé le contact avec des clients, des prospects. Bon, des prospects froids, j'en ai pas, puisque j'ai pas pu prospecter là aujourd'hui depuis la maison. Mais dès qu'on va avoir l'autorisation, en plus je travaille en local, donc moi je vais pouvoir sortir et puis aller revoir tout le monde. Super. 1 ou 2 autres personnes veulent partager? Alors, moi pour ma part, Nathalie. Oui. Nathalie, je dois vous avouer que le début du confinement a été assez difficile après le choc. Et une phase d'introspection, Oui. Bien, ça y est, j'ai touché, je dirais, le fond pour pouvoir rebondir. Et aujourd'hui, je suis partante, je suis disposée à rebondir et justement en exploitant les outils digitaux pour atteindre un maximum de clients.
Super. Alors, très honnêtement, ça, c'est bien votre partage parce que tous, on a pris à un moment ou un autre, alors ça a duré plus ou moins longtemps chez les uns et chez les autres, mais on a tous quand même pris un petit coup sur la tête au moment du confinement. Hein. On a tous eu un moment de doute, on a eu de la peur, c'est normal. Après, ça va durer plus ou moins longtemps chez certains d'entre nous. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, je voulais vous parler aussi de quels sont les problèmes qu'on rencontre principalement à ce jour. Là, je ne vous pose pas la question. Parce que j'estime que dans cette conférence, chez Optime Réseau aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit que je veux partager avec vous, qui est comment vous pensez, comment vous interagissez. Est-ce que vous êtes des gens qui êtes plutôt des modes victimes? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de la conférence. Est-ce qu'on a des caliméros dans la conférence? Ou est-ce qu'on a des gens qui sont en mode recherche de solutions? Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, je pars du principe que vous êtes de toute manière en mode recherche de solutions. Vous êtes à l'écoute, vous cherchez à apprendre, vous cherchez à découvrir, vous cherchez à écouter. Et ça, c'est fondamental. Et on est à 7 semaines de confinement. Donc, si toutefois on avait pu être caliméro, je pense qu'on y a tous été un petit peu au début, hein, par moment. Mais voilà. Alors, il en reste quelques-uns ou pas des caliméros là? Non. Non, hein? Non. Non, il n'y en a pas, c'est pas possible. Non. Non. Non, non. Bon, s'il y en a un ou deux, on ne sait jamais. Ça peut être que provisoire ou passager, puisque de toute manière, nous ne sommes que des êtres humains et c'est très difficile d'être 100% dans le côté responsabilisation. Hein, bien évidemment, on va avoir des passages avec des hauts et des bas. Moi, ce que je voulais partager avec vous… me permettre, c'est pas une histoire d'être caliméro, c'est une histoire de réussir à désactionner sa culpabilité, en fait, de travailler différemment. Enfin, je suis avocate, en fait, donc ouais. Moi, je suis obligée de réapprendre à travailler dans le calme et l'absence d'urgence. Ouais. Alors, ce que vous dites est bien, mais la déculpabilisation, ça n'a rien à voir avec la victimisation. Quand je parle des gens qui sont des caliméros, on en a tous autour de nous. Et ça ne doit pas être ce dont on parle ensemble là. Parce que pour moi, un caliméro, c'est quelqu'un, la situation arrive, vous voyez ce que je veux dire? Le Covid, il est là. Alors là, pour le coup, c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à personne. C'est de la faute à tout le monde, c'est peut-être les Chinois, c'est peut-être les Américains, peu importe. Mais à partir du moment où il nous arrive un problème, on va avoir deux façons de se positionner dans la vie. Quel que soit le problème, hein, si petit soit-il. Soit on est en mode, comme on est très très fort en France, champion du monde, on passe notre temps à chercher de la faute à qui ou à cause de quoi. Soit on est en mode recherche de solutions. Donc la culpabilité, c'est un autre sujet. Là, à partir du moment où on est tous rentrés dans ce confinement, qu'est-ce qu'on a fait nous en tant que chef d'entreprise? Au mieux de dire, ah bah oui, mais si ma boîte va mal ou si j'ai pas de trésor, c'est à cause du Covid, bah de toute manière, à un moment ou à un autre, c'est presque logique que tout le monde vous dise, bah c'est à cause du Covid qu'on a beaucoup moins de chiffre d'affaires et beaucoup moins de trésor. Mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que font chacun de ces entrepreneurs pour avancer ou pour préparer la sortie de crise. On est d'accord? Donc, à partir du moment où, dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous dire quelles sont mes solutions, déjà, vous n'êtes surtout pas en mode caliméro. Alors, moi, le mode caliméro, c'est quelque chose de très provocateur. Je l'utilise très souvent, mais ça me permet, alors après, chacun fait ce qu'il veut, ça me permet d'éviter d'avoir autour de moi ce que j'appelle des boulets ou des toxiques. Tous ces gens-là, j'en veux plus autour de moi. Après, c'est vous qui choisissez si vous les voulez ou si vous les voulez pas. Mais quand vous avez des gens comme ça autour de vous, qu'est-ce que ça vous fait? Ah bah, ça empêche d'avancer, hein, clairement. Ah, on est d'accord. Alors, si nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, dirigeants, managers, on se met en mode caliméro, les gens qui sont autour de nous, qui vont être nos collaborateurs, nos stagiaires, nos futurs clients, nos partenaires, les membres du réseau dans lequel je travaille, dans lequel je suis, ils vont être comment ces gens-là? Ben, ils vont nous suivre. Donc, si moi, je tire les gens vers le haut et que je suis en mode responsabilisation, obligatoirement, je vais attirer vers moi que des gens comme ça. Tous les autres, ils ne vont pas venir vers moi. Ou en tout cas, s'ils viennent, je vais arriver à les faire changer d'état d'esprit. Et c'est ça le plus important. Donc après, voilà, il y a deux pourcentages dans la population, ceux qui se disent victimes de tout ce qui se passe et ceux qui prennent tout en pleine figure et puis vont assumer et vont chercher des solutions. Donc je pense que dans cette conférence, on a quand même 99,9% de gens qui sont en mode responsabilisation. Et donc, là maintenant, on va arriver sur un sujet un peu plus délicat qui va être, aujourd'hui, il y a forcément, tous autant que vous êtes, plein de choses qui doivent vous insatisfaire vu la situation. On ne va pas faire l'état des lieux, mais on en a beaucoup. Ça, c'est la formule qui va vous permettre de sortir de l'insatisfaction. Le I que le multiplie V plus P doit être supérieur au R. Waouh, on va faire un peu de maths là ce soir. Allez, je donne ma langue au chat. Quelle est mon insatisfaction? On la connaît tous, hein, une ou plusieurs insatisfactions, mais on va en prendre une au hasard. À partir du moment où vous avez identifié une insatisfaction, une chronique, hein, pas une passagère qui dure 2 minutes, bien sûr, mais une insatisfaction qui est un peu chronique, permanente, en tout cas qui
qui vous prend là à l'intérieur, qui vous empêche d'avancer. Quelle est votre vision idéale pour sortir de cette insatisfaction? Ça, il va falloir le travailler. Il va falloir aller chercher la vision idéale. Ensuite, quels sont les premiers pas à faire pour sortir de l'insatisfaction? Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne bouge pas? C'est le fameux R, la résistance. Qu'est-ce qu'on a dans la résistance? Ça m'intéresse de savoir ce qu'on met tous dans la résistance. Quelles sont les raisons pour lesquelles, même si on sait ce qu'il faut faire, des fois on ne le fait pas? Les peurs. La peur. La peur, c'est les 4 lettres principales qui motivent la résistance. Mais la peur de quoi? Du changement. Du changement. Inconnu. De l'inconnu. Bah, de sortir de sa zone de confort aussi. Yes, zone de confort. De se rater. La peur de Se réussir. rater. Et aussi, voilà, ça j'aime bien, rater, réussir. Pour savoir-faire. Oui, il nous manque des compétences, des connaissances, yes. Ouais, Jugement. Le jugement de l'autre, ouh là là, oui, des risques qu'on ne connaît pas. exact, c'est l'inconnu. L'inconnu. La fainéantise. Ah, la procrastination. Bah, Fallait qu'elle sorte celle-ci. Personne Ah ouais. n'ose, hein, mais la fatigue, donnez-moi le cadeau à oser. c'est compliqué d'être chef d'entreprise et feignant en même temps. Ah ben alors moi, de toute manière, je suis complètement d'accord. Parce que moi, je dis, normalement, un chef d'entreprise doit être la personne la plus feignante de son entreprise. Ah, Ah. C'est pas mal ça. Ah bon? Bah, sauf quand on est tout seul. Dans son Ah ben, quand on entreprise. est tout seul, ça se complique. Ça me plaît, ouais. Mais le chef d'entreprise qui pilote une organisation et qui a des collaborateurs doit être celui qui est le plus feignant, parce qu'à partir du moment où il devient le plus feignant, ça veut dire qu'il a une très bonne capacité à déléguer. ah oui, moi, je le disais il y a 5 minutes, je suis très bonne pour déléguer. Voilà, et qui va devenir un vrai pilote. Voilà. Bon, alors justement, j'ai entendu le mot de la transition, puisque dans la peur, il y a cette fameuse zone de confort, et je voudrais parler un petit peu avec vous du concept de la zone de confort. La façon dont je l'illustre. Alors, la zone de confort, on la connaît tous, vous êtes d'accord? Mais on va aller la détailler un petit peu. Elle est faite de plusieurs cette zone de confort. Alors, la vraie zone de confort, que j'appelle très souvent une zone de confort qui peut être inconfortable, parce que dans une zone de confort, on va y mettre plein d'habitudes, plein de routines, pour certains des sacrifices, maîtrise, comportement, agréable ou non, ce que je connais, je subis ou pas, je suis en sécurité ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Zone de confort? Oui, complètement. Bon, je pense qu'elle a fortement bougé pour beaucoup là. Le sacrifice que je comprends pas. Bah, pour certaines personnes, font des sacrifices par rapport à la zone de confort dans laquelle elles sont aujourd'hui. Par exemple, je vais donner quelque chose de très simple. Un des parents, le papa ou la maman, peu importe, va faire des sacrifices pour l'éducation de ses enfants, pour le bien-être de sa famille, pour lui-même, va faire des sacrifices sur ce qu'il aime ou ce qu'elle aime, parce qu'il est dans une zone de confort familiale, par exemple. Mais c'est des sacrifices pour la personne elle-même. C'est pas forcément visible, on est d'accord, personne ne le sait. Mais beaucoup de gens font des sacrifices pour garder certaines habitudes. Exactement. On le fait tous, hein. Ce que tu veux dire, c'est que on est habitué à quelque chose qui ne nous satisferait pas normalement dans nos besoins intrinsèques, mais on est tellement habitué avec qu'on s'en rend même plus compte Alors, certains oui, certains ne s'en rendent plus compte, mais d'autres s'en rendent compte, mais font le choix de sacrifier. C'est un choix aussi. C'est une décision, mais ça s'appelle un sacrifice. Ça peut être temporaire, mais c'est un sacrifice. Ça peut être temporaire, on est complètement d'accord. Mais tout ça peut rentrer dans la zone de confort. Parce que beaucoup de gens pensent que la zone de confort, c'est que du confort. Faux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une zone de confort inconfortable. C'est d'ailleurs pour ça que dans le R, la résistance, on ne bouge pas. Parce qu'on a peur d'en sortir. Et donc, il y a cette terminologie qui parle de sortir de sa zone de confort. On est d'accord? Sortir de sa zone de confort. Et ça fait peur à tout le monde, le mot sortir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va passer dans le bleu, on va rentrer dans la zone de panique, la peur. Ça bouge, on est d'accord. Et dans la zone de panique, on met tout ça, entre autres. Prisonnier, sa zone de confort. Cette zone, elle est temporelle et différente pour chacun d'entre nous. Quand on est rentré en confinement, il y a quelques semaines, on est d'accord, on a tous eu un moment ou un autre, qui a duré plus ou moins longtemps, on est d'accord, cette zone de peur. Alors, panique, c'est peut-être un peu fort pour certains, mais pour d'autres, c'est très bon le mot. On a tous été dans la peur de quelque chose, puisque ça a changé nos habitudes. Non,
Non. Vous n'êtes pas d'accord? Et la peur de réussir, on la mettrait où? La peur de réussir, c'est pas dans la panique, la peur de réussir. Ouais. C'est peut-être plus loin. D'accord. C'est de la peur quand même, puisque de toute manière, on est dans la résistance. Hein. Ouais. Mais en attendant, là, quand on est tous rentrés en zone de panique, on a eu la peur de perdre quoi, par exemple? Du chiffre d'affaires, on est d'accord? De la trésor, des clients, plein de choses. Si on reste que pro, on est d'accord? Oui, et ne pas savoir quoi décider. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et donc, la peur, c'est quoi? Alors, la peur, c'est tout ça. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi, cette photo. Ah ouais? Non. Mes cheveux sont vachement moins longs. Ouais. C'est pas la même couleur. Et puis, c'est pas la même couleur. Voilà, il y en a qui sont observateurs. Ouais, hein. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est les doigts de pied. Bon, alors, faut bien dédramatiser un peu. Donc, finalement, la peur, c'est ce qui pilote tout l'inconnu, on est d'accord. Et les peurs vont être différentes. Quand on dit c'est quoi la peur, pour chacun d'entre nous, la définition de la peur va être différente. Et donc, l'objectif, c'est comment gérer nos peurs. Pour gérer nos peurs, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Les identifier. Déjà, il faut les identifier. Voilà. De manière, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure et qu'on connaît. Donc, identifier. Donc, il va falloir apprendre à contrôler nos émotions et apprendre à les maîtriser. Si vous connaissez exactement ce qui vous met dans la peur, ça sera beaucoup plus facile d'essayer de le maîtriser et de changer votre comportement face à une émotion qui vous met de la peur. On a tous besoin, forcément à un moment ou à un autre, d'apprivoiser l'inconnu. Hein. Il nous faut un certain temps. Et alors, par rapport à nos différents profils de couleurs, comme diraient certaines personnes, on va tous avoir effectivement un temps d'adaptabilité au changement qui va être différent. Cette fameuse quitter sa zone de confort, moi, je n'aime pas dire sortir, j'essaye toujours de dire élargir sa zone de confort, puisqu'à partir du moment où on était en zone confort, là, on passe en zone panique. Mais si je persiste, je vais rentrer dans une zone différente. Si j'abandonne quand je suis dans ma zone de panique, qu'est-ce qui se passe? Si j'abandonne en zone de panique, si, je retourne dans ma zone de confort. Dans la zone de confort. Je fais marche arrière. C'est surtout ça, oui. C'est surtout ça le truc. Et à partir du moment où je fais marche arrière, j'avance plus. Donc les bénéfices d'apprendre à gérer nos peurs, on est d'accord, ça va être d'avoir une autre vision de la vie, une meilleure estime de soi, d'être capable d'aller identifier les nouvelles opportunités, avoir des idées plus claires et objectives, retrouver surtout nos valeurs, nos principes de vie, et surtout, pour chacun d'entre nous, être aligné avec notre mission de vie. Ouais. Ça, c'est fondamental. Là, on parle en tant que chef d'entreprise. En ce moment, on est tous dans cette difficulté où nos entreprises, quoi qu'il arrive, ont toutes pris un coup dans l'aile plus ou moins important, on est d'accord. Mais ce qui va être important, c'est de réaligner la sortie de crise de votre entreprise avec votre vraie mission de vie. Ne pas vous tromper d'objectif. Ouais. Et tout ça vous amènera à une plus grande motivation. Et on en revient à mon petit schéma, qui est la fameuse zone de confort. Ensuite, au mieux d'être dans la zone de panique, on va rentrer dans la zone d'apprentissage. Je la retire, moi, la zone de panique, je ne veux plus la voir. Moi, à partir du moment où je sors de ma zone de confort, où je bouge, il faut que ce soit une zone d'apprentissage. Soit je décide que c'est une zone de panique, soit c'est une zone d'apprentissage. Mais cette zone de panique, elle est de toute manière obligatoire. L'objectif, c'est qu'elle dure le moins longtemps possible. Si je suis dans ma zone de confort, on est bien d'accord, je subis ce qui se passe. Hein. Je ne choisis pas. Donc, la zone d'apprentissage, c'est tout ça. Quelle est la zone d'après, selon vous? De réalisation. Ouais. Zone de confiance. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Épanouissement, confiance, réalisation, s'enrichir, grandir, se développer, s'aligner avec sa mission de vie, on vient de le dire, hein. Être maître de son avenir, surtout fondamental. Réaliser ses rêves. Perso et pro, hein, puisque de toute manière, quand on veut s'aligner avec sa mission de vie, c'est obligatoirement du perso et du pro. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que sinon, il y en a toujours un qui tiraille l'autre. Et donc, vous voyez que pour aller de notre zone de confort à notre zone d'épanouissement, on est passé par quoi? J'ai éliminé la zone de panique parce qu'il faut qu'elle dure le moins longtemps possible, mais cette zone d'apprentissage, elle peut durer un certain moment pour chacun d'entre nous. Mais à partir du moment où
où j'ai pas lâché et que je n'ai pas fait marche arrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué d'avancer et à un moment ou un autre, je vais rentrer dans des nouvelles habitudes et obligatoirement, je vais avoir élargi ma zone de confort. C'est le but du jeu. Finalement, on n'est jamais en train de s'arrêter, on n'est jamais en train de subir, on devrait toujours être proactif sur l'environnement. La vie bouge tous les jours. Aujourd'hui, c'est le Covid, demain, c'est autre chose. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez que 67% des compétences essentielles pour être performant au travail sont liées à l'intelligence émotionnelle? Ça, je le découvre. 67%, c'est énorme. Ceux qui ont déjà lu, quelqu'un a déjà lu, je pense, des bouquins sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience dans les entreprises que l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, c'est 2/3 et 1/3 contre le savoir-faire. Donc, le savoir-être, c'est 2/3 de ce qu'on recherche comme compétence sur une personne qu'on va recruter aujourd'hui. Il y a des recruteurs dans la conf. Lisa, elle descend dans 1 minute. Là, alors, effectivement, ils peuvent tous les écrire dans les CV, hein, parce qu'on leur dit qu'il faut les écrire. Faut-il encore s'assurer que ce qui est écrit, c'est une chose, mais ce qu'ils sont exactement, c'en est une autre. On est d'accord? On est d'accord. Donc, on ne peut pas se baser que sur le CV. Le CV, c'est un premier outil, une première lecture, mais après, il va falloir aller tester ces gens-là sur différentes compétences de savoir-être. Et on sait qu'aujourd'hui, pour être performant au travail, c'est 67%. Alors, pour ceux qui veulent une définition très simple de l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement ça. C'est la capacité de percevoir ses propres émotions et celles des autres et de tout gérer de façon opportune. Alors, pareil, dit comme ça a l'air vachement simple. Il n'y a pas de créativité. C'est pas si évident que ça, on est d'accord. Parce que finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? L'intelligence émotionnelle, ça pourrait être un mot un peu scientifique où on ne sait pas trop, on ne comprend pas. Ouais, mais les émotions, machin, truc. Comment on sait ce qu'on met dans l'intelligence émotionnelle? Alors là, j'ai été vous faire un petit schéma qu'on retrouve dans les ouvrages de Goleman. Goleman, il dit que lui, l'intelligence émotionnelle, c'est segmenté en 5 groupes. Et là, vous allez mieux comprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Il y a un premier groupe, une première dimension qui s'appelle la conscience de soi. On connaît tous la conscience de soi, qui nous sommes, hein, ce que nous voulons. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui s'appelle le développement personnel. On en a tous entendu parler aussi. Hein, il y a plein de coachs qui sont là pour vous accompagner en développement personnel. On travaille sur son savoir-être quand on est dans le développement personnel. Ensuite, on a un groupe qui s'appelle l'adaptabilité. Tiens, ça tombe bien, c'est pas un sujet d'actualité en ce moment, ça. La capacité de s'adapter aux gens et aux environnements, la capacité de comprendre et accepter la diversité et les niveaux d'optimisme et de résilience. D'ailleurs, résilience, on va en parler aussi. Un groupe qui s'appelle l'affirmation de soi, la capacité de s'affirmer dans notre vie sociale et professionnelle. On va croire en nos compétences et notre potentiel va influencer notre capacité aussi à prendre nos décisions et à nous dépasser. Et puis un dernier groupe que tout le monde connaît qui s'appelle le leadership, la capacité d'inspirer, de fédérer autour de projets, d'idées, d'influencer, de faire grandir les autres. Voilà. Donc l'intelligence émotionnelle, finalement, Goleman, il le segmente en 5 groupes, pardon. Et à l'intérieur de ces 5 groupes, il va y avoir 15 compétences de savoir-être comme la confiance en soi, l'estime de soi, la résilience, l'affirmation de soi, voilà, de la médiation, le tact, plein de choses qu'on connaît tous. Et c'est toutes ces choses-là que vous travaillez quand vous faites du développement personnel, quand vous cherchez à progresser sur votre savoir-être. Et moi, plutôt que de vous parler que de l'intelligence émotionnelle, parce que ce n'est pas le but du jeu, je vais vous parler juste d'une dimension, l'intelligence émotionnelle, la résilience. Pour quelle raison je vous parle de la résilience aujourd'hui? Parce qu'il en faut pour rebondir. Hein, on est d'accord. Ça, c'est clair. On est d'accord. Donc, la résilience, petite définition simple, capacité à se reconstruire, à rebondir après une déception, une situation difficile, une situation critique, un choc. Alors, avec plus ou moins d'intensité, hein, tout dépend le gadin qu'on prend. Et la résilience, je pense qu'on en est tous un petit peu concernés aujourd'hui. Il y a tout qui s'est bouleversé du jour au lendemain pour chacun d'entre nous. On n'est pas égaux face à cette capacité de rebond. Il y a des gens qui ont des capacités naturelles, il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés. Et moi, je voulais partager avec vous quelques sujets de la résilience. Mais avant ça, déjà, quel est l'impact si vous avez une bonne capacité de rebond et que vous avez, on va dire, une dimension résilience assez forte? L'impact dans le travail, c'est que vous allez inspirer un sentiment d'espoir pour les autres. Vous allez être tourné vers le futur et vers ce qui est possible. Vous allez comprendre votre part de responsabilité dans la situation, quelle qu'elle soit. Vous allez en permanence remettre vos choix en question et les faire évoluer.
et vous allez affronter les difficultés beaucoup plus facilement. Et les gens qui sont autour de vous fait que du coup, vous allez les attirer, vous allez les emmener avec vous dans votre capacité de rebond. Alors bon, je ne vous ai pas raconté toute ma vie tout à l'heure, juste un tout petit passage, mais moi j'ai une mission sur Terre, je suis née pour me prendre pas mal de coups, perso et pro, j'en ai pris pas mal dans ma vie, et mon métier c'est de dire, enfin en tout cas ma mission c'est de dire aux autres, eh ben moi j'ai pris tout ça en pleine figure, mais regardez comment je rebondis. Ah, je suis très forte dans la résilience, il n'y a pas de souci. Et donc moi j'ai identifié, alors j'ai travaillé avec une coach il y a quelques années, parce que a priori tout le monde dit « Ah Pascal c'est génial, tu as une capacité de rebond, machin, truc, c'est super, comment tu fais ?» Alors quand on est soi-même dedans, on ne sait pas trop comment on fait. Et cette personne, elle a été identifiée, mon schéma récurrent de rebond. Puisqu'à chaque fois que je prends un gadin, quel qu'il soit, finalement, j'utilise toujours les mêmes codes ou les mêmes clés pour rebondir. Donc, elles ont été identifiées et je vais les partager avec vous là ce soir. C'est ce que j'appelle les 8 clés de la survie émotionnelle. Alors, attention, c'est mon processus à moi. C'est mes 8 clés de la survie émotionnelle. Je les appelle comme ça. C'est un terme que j'ai décidé. Et je les partage. Alors, vous les prenez pas, vous les utilisez, vous les utilisez pas, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, ça, c'est mon modèle de rebond. Alors, une des premières clés que j'utilise, je l'ai appelée assumer. Ça veut dire quoi? Quand on prend un gadin, quel qu'il soit, autorisez-vous à aller le plus mal possible, à descendre au fond du trou. Il y a quelqu'un qui nous l'a dit tout à l'heure, je suis allée au fond du trou. C'est fondamental parce que déjà, il y a quelque chose qui dit qu'il y a quand tu es au fond du trou que tu peux mettre un petit coup de rebond pour remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que tu n'es pas arrivé en bas, tu ne peux pas remonter. Donc, autorisez-vous à aller mal, ça veut dire osez vous enfermer, osez vous isoler, osez peut-être pleurer, osez crier, peu importe. Osez descendre au plus bas, tout simplement. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui s'interdisent de le faire, ça? Les hommes en général. Oh, ça c'est vachement réducteur. Ah, la balancer. Ah, elle balance. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte, on est d'accord. Non, moi j'assume ma part de féminité. Voilà, c'est une part de féminité. Alors justement, j'ai un petit exemple pour les femmes. Pour les hommes, j'ai pas de cliché. Mais pour les femmes, je leur dis, vous faites comme Britney Jones, vous vous mettez en pyjama avec des grosses chaussettes bien chaudes sur votre canapé, vous mangez un pot de glace et vous écoutez Céline Dion. En blanc, bien évidemment. On fait pareil. Et vous faites pareil, les garçons? Céline Dion. Moi, c'est pas Céline Dion, c'est de l'opéra. Et vous écoutez aussi Céline Dion, les hommes? Non, moi, c'est de l'opéra. Ah, voilà, c'est de l'opéra. Ouais, ça fait pleurer aussi, de toute manière. Voilà, exactement. Bon, de toute manière, voilà. Bon. Comment? Il y a quelque chose de bien triste dans ces cas-là. Ouais, en général, c'est souvent comme ça, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de vider, d'exprimer, d'extérioriser. C'est hyper important. C'est ça. On est exactement là. Quand on est à assumer sa vulnérabilité, on est en train de faire sortir ses émotions. Exactement. Et nous sommes dans une société où on a toujours interdit aux hommes, aux garçons de… t'as pas le droit de pleurer, toi, t'es un homme. Voilà. C'est pour cette raison. Je n'ai rien contre les hommes, je les adore. Mais ça non, mais bien sûr. Mais il y a craignant chez tout le monde, on est d'accord. C'est waouh. Mais pour certaines femmes aussi, elles ont été éduquées comme ça, c'est l'éducation. Alors, ma deuxième clé s'appelle cultiver l'auto-bienveillance. Ouais, super. Arrêtez de vous auto-critiquer. Comportez-vous avec vous-même comme si vous réconfortiez votre meilleur ami, tout simplement. Faites des activités qui vous plaisent, qui sont réconfortantes pour vous. Alors, elles seront différentes pour les uns et pour les autres. Mais faites des choses réconfortantes. Reposez-vous, allez vous faire masser, faites du tricot, du sport, de la cuisine, du bricolage, de la lecture. Bref, ne pas vous enfermer, pour le coup, la sortez de votre côté j'ai fini de pleurer, vous voyez. Et surtout, ne faites pas ce qu'on appelle de l'autodestruction personnelle. Ouais. Il y a plein d'exemples d'autodestruction personnelle qui vont être déjà de rejeter la faute sur les autres, de passer ses nerfs sur les autres, de s'alcooliser, enfin, vous voyez, de faire des choses, des activités à risque, on va dire, tout simplement, sans prendre soin de soi. Donc, l'auto-bienveillance est fondamentale. Ça, c'est très difficile. C'est pas donné à tout le monde d'accepter de se le faire soi-même. On est beaucoup plus dur avec soi-même qu'on ne peut l'être avec les autres. Vous êtes d'accord? Vous allez arriver à le faire, ça? Complètement. Et puis, une bonne thalasso, là, ça serait bien. Bon, en plus, avec un bon jet d'eau sur les épaules, ça fait pas de mal. Bon, alors maintenant, on va arriver dans le caliméro, on va arrêter de se plaindre.
Se responsabiliser. Clé numéro 3. Là, c'est mon côté caliméro, on est d'accord, hein, c'est la même chose. Reconnaissez dans ce qui vous arrive, quelle que soit la situation, notre part de responsabilité. On a forcément été responsable de quelque chose. Et quand on dit se responsabiliser, ça veut déjà tout simplement dire reprenez le contrôle de votre vie. Obligatoirement. Le bon côté de se responsabiliser, c'est que vous pouvez commencer à faire des choix, d'autres choix. Meilleur ou pas meilleur, parce qu'on n'est pas là pour juger ce qui était bon ou ce qui était mauvais, mais surtout de pouvoir faire d'autres choix et d'être en recherche de solutions, tout simplement. Alors bien évidemment, on peut se responsabiliser que ce qui est sous votre contrôle. Hein. Le Covid-19, vous ne pouvez pas vous responsabiliser du Covid. Vous pouvez juste vous responsabiliser des autres situations qui sont autour. On est d'accord? Oui. J'adore celle-ci, la clé numéro 4. Entourez-vous des personnes ressources. Les personnes ressources, c'est tout simplement des conjoints, des enfants, des parents, des amis, des gens qui vous aiment, qui sont positifs, qui sont bienveillants, tout simplement. Vous évitez tous les autres, du style « Tu vois, je te l'avais dit !» Les donneurs de leçons, ceux qui vous jugent, ceux qui vous critiquent, ceux qui tirent sur l'ambulance, vous voyez, ça c'est insupportable. Donc là, pour le coup, évitez les boulets, les toxiques, entourez-vous des personnes ressources. On en a tous quelques-unes autour de nous. L'objectif, ce n'est pas la quantité de personnes ressources, c'est la qualité des personnes ressources. C'est fondamental. 5e clé, cherchez activement la solution la moins pire. Wow, celle-là, elle n'est pas simple à comprendre. La solution la moins pire. La solution la moins pire. Ah ouais, celle-là, elle fait parler, celle-ci. Là, pour le coup, élargissez votre zone de confort, faites preuve d'audace. Il n'y a pas de baguette magique dans la résilience. Ça veut dire que, exemple, on va revenir au Covid puisque c'est le sujet du moment, on ne peut pas revenir à avant le 17 mars en 5 minutes. C'est clair. On est d'accord. Donc, pour revenir à la même situation qu'on était tous avant le 17 mars, il va se passer un temps X, Y, Z. En tout cas, ce n'est pas de la baguette magique. Donc, ce qu'il va falloir faire pour arriver au même résultat, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Il y a Air France qui a dit, je crois, qu'il allait falloir 2 ans pour que tout rentre dans l'ordre. Pour lui, en tout cas, pour la compagnie. Donc, vous imaginez. Ce qui veut dire que faites des choses, des petites choses qui vont vous permettre d'avancer, segmenter des petites étapes. Attention, la solution la moins pire, qui peut très certainement être aussi la plus inconfortable. Parce que là, on va être tiraillé entre la moins pire, la zone de confort, vous voyez, la peur avec tout ça. C'est le truc, élargissez votre zone de confort. Quand on élargit sa zone de confort, pour le coup, on passe par un moment de choses inconfortables. La zone de panique, on est d'accord, hein. Donc, n'hésitez pas. Cherchez-moi la solution la moins pire. Bon, alors celle-là, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que si vous aimez pas rire, faites de la rirothérapie. Allez voir un rirothérapeute. Bah oui, mais quand je dis rirothérapeute, au moins ça fait rire déjà, vous voyez. Mais je crois que ça existe en plus. Hein. Yoga du rire. Voilà, yoga du rire, ça existe aussi. La rigolothérapie aussi, ça s'appelle. La rigolothérapie, voilà. Bah, peut-être que je ne l'ai pas mis dans le bon terme, mais ça fait rire la façon dont je le dis. Donc, c'est le plus important. Donc, ce qui est important, c'est que le rire nous permet à tous d'évacuer l'angoisse, la pression, le stress, enfin tout ça, quoi. Il y a un chercheur qui a émis une idée en disant qu'une minute de rire correspondait à 45 minutes de relaxation. C'est génial. Bon, on va super. Une minute de on va rire toute la journée. On va dire. Une minute, ça suffit déjà, 1 minute par jour. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire rire. Allez, clé numéro 7, cultivez le détachement et revoyez vos priorités de vie. Quand on est dans une situation compliquée, quelquefois, quand on veut s'en sortir, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément focalisé sur le bon focus pour s'en sortir. Alors là, je vais vous partager quelque chose de très personnel, mais cette clé, elle est vraiment liée à ça. Quand j'ai planté mes boîtes en 2007, en 2008, donc quelques temps après, mon fils, qui avait 20 ans, a eu un grave accident de moto. Il a failli mourir. Donc, j'ai passé plusieurs jours à ses chevets où là, vraiment, c'était, on va dire, absolument pas sécurisé sur sa suite de sa vie. Et puis après, il est resté quelques mois à l'hôpital. Donc, bien évidemment, en tant que maman, je suis restée à côté de lui et j'ai lâché mon boulot, ça c'est clair, même si j'étais en plein développement de ma nouvelle activité. Et donc, du coup, j'ai pris conscience durant cette période où, à part rester près de mon fils à côté de son lit, j'avais pas grand-chose à faire, que finalement, j'avais tout perdu 1 an avant. Je me retrouvais à la rue, j'étais bourrée de dettes, ils m'ont piqué ma baraque. Et là, j'étais en train de travailler comme une dingue pour gagner de l'argent.
qu'il fallait que je rebondisse, il fallait que je m'en ressorte. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai pris en pleine figure que c'était quoi ma vraie priorité de vie. Et là, j'ai pris conscience que ma vraie priorité de vie, ce n'était pas que de gagner de l'argent, c'était surtout ma qualité de vie avec les miens autour de moi. Et là, ça a tout changé dans ma façon de développer mon business et moi de vivre derrière. C'est-à-dire, depuis 2008, je ne vis que pour ma qualité de vie. Tout ce que je fais chaque jour, je ne vis que pour ma qualité de vie. Bien sûr que pour avoir la qualité de vie que je veux, j'ai besoin d'avoir un business prospère, puisque j'ai besoin d'argent pour vivre, on est d'accord. Mais du coup, le focus, il n'était plus sur l'argent, il était sur la qualité de vie. Ça change tout. Je me suis détachée du côté financier du développement de mon business. Ça a changé fondamentalement le développement de ce business, et la réussite aussi de ce business d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est très personnel, je voulais le partager avec vous, mais chacun va aller regarder un petit peu les choses comme il le veut. Et la clé numéro 8, c'est fixez-vous un objectif et ne le lâchez pas. Parce qu'à partir du moment où on se fixe un objectif et qu'on ne s'y tient pas, on n'arrivera jamais à rien dans la capacité de rebond, on est d'accord. Ce qu'on ne maîtrisera pas dans le rebond, tout ce temps que nous sommes, c'est le temps que chacun d'entre nous mettra pour y arriver. Quand je me suis retrouvée à la rue il y a 13 ans maintenant, je me suis dit, allez, dans 2-3 ans, j'ai remboursé toutes mes dettes. J'ai mis 6 ans et demi pour tout rembourser. Mais j'ai réussi. Et ça ne m'a pas empêché de développer un business prospère à côté. Donc, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps. Mais je n'ai pas lâché l'objectif. Donc, c'est hyper important. Bon, là, je les ai résumés verbalement. Hein. Assumez votre vulnérabilité, cultivez l'auto-bienveillance, responsabilisez-vous, passez du temps avec vos personnes ressources, cherchez-moi la solution la moins pire, faites preuve d'humour, cultivez le détachement, hein, revoyez vos priorités de vie et fixez-vous un objectif et tenez-vous-y. Ça, c'est fondamental. Bon, maintenant, on va se mettre au boulot. Hein, parce que là, c'est bien beau de parler de mindset. Mais un mindset sans business, ça ne sert à rien dans l'entrepreneuriat. Alors, sinon, vous, là, depuis quelque temps, est-ce que vous avez une visibilité sur votre trésor? Pourquoi je vous pose cette question? C'est l'objectif. C'est quoi la trésor dans une entreprise? C'est les moyens. C'est le cash. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf. Qui vient en compte en banque. Ouais. Si, imaginez qu'en tant qu'être humain, vous n'ayez plus d'air pour respirer. Imaginez ceux qui ont aujourd'hui le Covid, malheureusement, et qui ont leurs poumons qui sont défaillants. S'ils ne respirent plus, il se passe quoi? Si votre boîte n'a plus de trésor, il se passe ça. Donc, est-ce que vous avez été capable, au tout début du Covid, à vous dire à 3 mois comment je m'en sors, ou est-ce que je vais à 3 mois? Est-ce que là, maintenant, vous savez où est-ce que vous arrivez à 6 mois dans votre trésor? Et puis, soyons fous, est-ce que vous le savez aussi à 18 mois? Aujourd'hui, non. Ah ben moi, j'ai quand même un petit prévisionnel. Hein. Ouais. Il faut quand même se faire un petit prévisionnel des choses qu'on peut... Là, aujourd'hui, je vous recommande fortement d'en avoir un au moins à 6 mois. Au moins. Là, maintenant, aujourd'hui. Ouais. On va dire que le 18 mars, il en fallait un à 3 mois tout de suite, le 19 mars. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait que dans les 2-3 jours, vous en ayez fait un à 3 mois. Là, aujourd'hui, il faut que vous en ayez un au moins à 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on va dire qu'avant l'été, il en faudra un à 18 mois. Et qui dit plan de trésor, forcément, va dire quoi? Ou alors, il ressort dans le tableau. Plan d'action. Hey, qui dit plan de trésor dit où est-ce que vous allez? On n'entend plus. Et oui, il va falloir bien réfléchir à quel est votre nouvel avenir, puisque ça a remis tout en question ce qui vient de se passer pour tout le monde. Alors pour certains, on ne va pas avoir lâché l'objectif final, la finalité, on va juste avoir pris du retard, on est d'accord? Pour certains. Pour d'autres, ça va remettre en question tout leur modèle. Pour d'autres, ça va remettre en question leur métier. Mais en attendant, quel que soit le métier, le modèle que vous allez faire, quelle que soit la façon dont vous allez rebondir, en plantant votre boîte ou en gardant votre boîte, on n'en sait rien. Moi, je n'ai pas la réponse pour vous tous. Quoi qu'il arrive, il vous faut un plan d'avenir. Avec cette boîte, avec une autre, avec autre chose, mais il vous en faut un. Parce que finalement, le pire qui peut vous arriver, c'est quoi aujourd'hui? Déposer le bilan. Redevenir salarié pour moi. Ouais. Oui, pareil. Ça serait le pire.
Ça serait le pire, on est d'accord. Donc, au pire, déposer le bilan. Alors, moi, je parle en tant que grande experte. Le plus dur, c'est la première fois. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est, ça fait peur. On est d'accord. Ouais. Et une fois qu'on a déjà planté une boîte, on n'a plus peur. Et puis, au final, moi, je m'en suis ressortie, je suis en forme, hein, je suis vivante, hein, tout va bien. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes et ma tête. Hein. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, le pire, ça serait d'attraper le Covid et d'être malade et d'être en réanimation, je dirais, moi. La boîte, c'est que de l'argent, c'est que du matériel. Tant que vous avez vos 2 bras, vos 2 jambes, votre tête et vos poumons pour respirer aujourd'hui, je suis désolée, vous avez un avenir. Donc, en fonction de la situation dans laquelle est votre entreprise aujourd'hui, en fonction de votre trésor que vous allez avoir prévisionné, en fonction du plan de votre avenir, il y a un moment ou un autre, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce que si vous vous mettez la tête dans le sable, parce qu'il y a un truc qui est bien, moi j'aime bien, là. Vous savez, l'État, il nous dit, tiens, on a le droit à des prêts pour aider les entreprises. C'est bien, c'est génial. Non, mais c'est génial. Là, je vais être très désagréable. C'est génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez arrêter de payer votre URSSAF, votre TVA, c'est pas grave. Et puis, ils vont vous prêter du pognon pour pouvoir les rembourser eux. Là, je suis très méchante. Hein, je suis très méchante. Pour pouvoir les rembourser eux. Sauf que je suis désolée, moi, si j'emprunte de l'argent, normalement, c'est pour financer mon développement. C'est pas pour payer la dette de l'État. Enfin, vous réfléchirez. Hein. On ne va pas débattre du sujet, mais vous réfléchirez. Tout à fait. Non, c'est de la perfusion qu'ils font. Hein. Donc, à un moment ou à un autre, en fonction de la situation de chacun de vos entreprises, on est d'accord, je n'ai pas la situation de chacun, n'allez pas vous endetter pour vous planter encore plus fort. Ça, c'est hyper important. Soyez réaliste, posez-vous les bonnes questions. Certaines entreprises, bien évidemment, peuvent sans problème prendre ce PGE, ce fameux prêt garanti par l'État, parce que la situation n'était pas trop mauvaise avant le Covid et que voilà, ça va leur permettre de financer la croissance, machin, de relancer l'activité, relancer l'industrie, relancer. Mais si vous aviez déjà un peu de difficultés avant, que vous aviez déjà un tout petit peu de dette fiscale ou sociale, vous voyez, bon, vous n'étiez pas terrible, mais là, ça va être la cata, là. Et vous allez être tous les jours avec, vous n'allez pas avoir d'air pour respirer, vous savez. C'est pas possible, on ne peut pas développer un business et travailler correctement comme ça. Soyez très réaliste, soyez très honnête avec vous-même. Parce que des fois, il faut mieux stopper un business tout de suite qui ne va pas très bien et se lancer dans un nouvel avenir et sur un nouveau projet. On sera vachement plus performant que de continuer tête baissée dans un truc qui, de toute manière, quoi qu'il arrive, ira dans le mur. Alors, la difficulté, c'est que nous, des fois, tout seul, on a du mal à le voir. Il faut être sincère. Mais bon. Le regard extérieur peut être utile. Hein. Il y a plein de gens autour de vous qui peuvent répondre à certaines questions. Et bien évidemment, à partir du moment où vous avez un avenir, il va falloir élaborer le plan d'action. J'ai entendu tout à l'heure le mot plan d'action. Eh oui, le plan d'action, on va le décliner que quand on sait où on va. On est d'accord? Oui. Un plan d'action, c'est quelque chose de concret. C'est pas de la théorie. L'avenir, ça peut être un peu subjectif, ça peut être de la théorie, ça peut être lointain. Le plan d'action, c'est du... Parce qu'il y a un truc que tout le monde fait ou personne fait, c'est... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà planifié son échec, vous? Moi, je ne connais pas. Hein. Non. Mais j'en connais plein qui ont échoué par manque de planification, dont moi. Parce que moi, quand j'ai monté cette boîte, je voulais y arriver. C'était mon objectif. J'ai monté une boîte parce que déjà, ça me saoulait chez mon patron. Donc, je suis partie sur un coup de tête, je monte ma boîte. Ah Pascal, c'est génial, tu es en train de monter un super truc, tu vas où avec, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux y arriver. J'ai dit ça pendant des années. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux y arriver? Bah, ça veut rien dire. Bah, ça veut rien dire, ça veut dire que pendant 10 ans, j'ai piloté une boîte au doigt mouillé à l'intuition. J'ai pris toutes les opportunités qui se présentaient, alors forcément, j'en ai pris des bonnes, certaines, mais d'autres, j'ai fait des choix, des mauvais. Mais donc, c'est pas comme ça qu'on développe un business. Tant que je ne sais pas exactement où je vais, je ne peux pas tenir la bonne direction. Donc finalement, moi, je n'ai pas arrêté de tourner à droite, à gauche, demi-tour, machin truc, en fonction des opportunités. Ah oui, bah, à un moment ou à un autre, petit grain de sable dans la machine et badaboum, hein. Le truc, il s'écrase. Hein. Donc déjà, pour réussir à planifier quelque chose, bah, il faut déjà savoir où on veut aller. Et puis là, je ne voudrais pas appuyer un peu plus fort qu'il ne le faut, mais pour pouvoir relancer votre machine, il va falloir prendre en considération les 3 piliers de l'investissement qui sont... Le temps.
C'est marqué dessus. On est d'accord? Il y avait le petit bonhomme qui courait. Bah oui, j'étais quand même clair. Le fameux TEA, le temps. L'argent. L'énergie dont vous allez avoir besoin. Et du pognon. Parce que demain matin, si vous voulez organiser la fête d'anniversaire de votre gamin, qu'est-ce que vous allez devoir investir? Du temps, de l'énergie et de l'argent, vous êtes d'accord? Donc là, il faut relancer la machine, il faut relancer votre business parce que quoi qu'il arrive, il va falloir le relancer de façon différente pour nous tous. Ben, si vous n'investissez pas du temps, de l'énergie et de l'argent, à un moment ou à un autre, vous ne pourrez rien relancer. Alors le temps, normalement, j'espère que vous avez bien optimisé celui qu'on vient de vous donner gratuitement là, depuis 6 semaines ou 7 semaines. On est d'accord? On va avoir eu 8 semaines. Il faut impérativement qu'on ait tous pu optimiser ce temps à faire plein de choses qui vont nous permettre d'anticiper l'avenir. L'énergie, bah là, vous allez être bien reposé, donc c'est clair. Normalement, vous l'avez tous, la pêche, là. On est d'accord? Et puis le pognon, si vous ne l'avez pas, il faut le trouver. Et puis si ça ne règle pas votre problème, changez de projet. Ok. C'est dur, hein? Non? Non, c'est la vérité. Ici, oui, là. C'est clair. On voit parce qu'on se pose plein de questions. Ben oui, mais je prends l'exemple, si demain vous montez une boîte, admettons que vous n'êtes pas entrepreneur, vous décidez de démarrer votre business demain. C'est la même chose. Je vous dis la même chose. Il va falloir que tu investisses du temps, de l'énergie et l'argent dans ta nouvelle boîte. Est-ce que vous connaissez, vous, une boîte qui peut démarrer avec zéro? Non. Vous avez déjà vu une entreprise qui démarre avec zéro? Ah oui. Juridiquement, on peut, alors là, les avocats vont me le dire, mais juridiquement, on peut construire une boîte avec un capital d'1 euro. Mais ça, c'est du juridique. Mais après, comment je la fais tourner? Oui. Si je n'ai pas d'argent à investir, je ne pourrai jamais récolter. Non? Non, on est d'accord, c'est clair. Ah bah oui, on est d'accord. Oui. Hein? Il va falloir que ça bouge. Hein? Donc, il n'y a que 24 heures par jour, ce qui veut dire 86 400 secondes par jour. Donc, vous avez eu déjà 43 jours de 86 400 secondes. J'espère que vous les avez bien utilisés. Sinon, ça va vous faire mal quand vous allez faire le calcul. Tout le temps que vous avez perdu à ne pas faire grand-chose. Bon, l'énergie, il faut qu'elle soit dans la durée. Paris, c'est pas fait un jour. Donc, j'espère que vous avez bien emmagasiné de l'énergie. Et bien évidemment, quand on parle d'investir de l'argent, vous avez vu ce qui est écrit en dessous? ROI. Si vous investissez de l'argent et qu'il n'y a pas de ROI possible dans le calcul, dans la visibilité, quel est l'intérêt de l'investir? Sauf si c'est un choix de dire je mets tant d'argent et je décide de le perdre. Ça, vous avez le droit aussi. On est d'accord. Mais aujourd'hui, quand on investit quelque chose, normalement, dans une entreprise, on doit s'assurer qu'on doit avoir un retour sur investissement. Donc, ne réinvestissez pas de l'argent dans un business aujourd'hui qui est le vôtre si vous n'avez pas un pourcentage d'assurance que vous y croyez et que ça va se relancer. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se relancera pas en 5 minutes. On est d'accord. Il faut quand même qu'il y ait au moins une ouverture de se dire oui, bon, j'y crois, même si ça met 6 mois, 1 an, 18 mois, mais ça va revenir, quoi. Je vais y arriver. Et ça, c'est vous, c'est votre croyance à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais votre croyance, pas que sur de l'intuition personnelle. Hein. C'est de la croyance avec un plan. Il faut que le plan soit réaliste. Bon, puis on va parler des comptes maintenant. Hein. Ceux qui veulent construire leur plan, je vous emmène avec moi une journée le 2 juin, mais a priori, ça sera par groupe de 10. Hein. Parce que c'est ce qu'ils viennent d'annoncer, pas plus de 10 personnes pour les réunions. Donc là, je vous fais une petite proposition. C'est une journée qui vaut 450 €. Elle est gratuite si vous avez le droit à des budgets de formation. CPF, AGFIS, FIFPL, machin. Si vous voulez la payer personnellement, vous avez une remise pour Optime Réseau, vous la payerez que 300. Et si vous l'achetez dans les 48 heures, vous la payerez que 150. Et là, vous allez construire 5 ans, 3 ans, 1 an, plan d'action à 1 an avec moi pendant une journée. Il faut avoir envie aussi de passer une journée avec moi. Hein. Ça, c'est peut-être le plus difficile. En plus. Bon, vous recevrez un mail avec toutes les infos, les liens, les machins, les trucs. Olivier se chargera d'envoyer ça, ou moi, je ne sais pas. Et puis, ceux que ça intéresse, puisqu'on a parlé d'intelligence émotionnelle, depuis qu'on est en mode confinement, je fais beaucoup de formations et de webinaires sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, où là, vous pouvez mesurer votre quotient émotionnel et mesurer toutes vos compétences de savoir-être, qui sont mesurées de 0 à 10, ce qui vous met un QE.
Et là, voilà, je vous enverrai un lien, je vous ferai une offre si ça intéresse certaines personnes de mesurer leur quotient émotionnel. Ça sera un plaisir de vous recevoir. Et ben voilà, on a dépassé un peu le temps, mais comme d'habitude, de toute manière, hein, c'est difficile. Je suis bavarde, moi, j'y peux rien. Donc voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Bah, c'est plutôt nous qui avons des questions avec nous-mêmes, quoi. Donc je remets la vidéo pour échanger pour les questions parce que c'est plus logique. Non. Moi, c'est pas une question, mais je crois que je vous ai perdu tous ou quoi là? Non, pas du tout. Alors moi, c'est vraiment, je tiens à te remercier parce que c'était vraiment clair, construit, et puis tu amènes une énergie incroyable, voilà, qui nous dit que oui, on peut y aller. Comme d'habitude. Voilà. Moi, c'est la première fois que je rencontre Pascal, donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos retours. En tout cas, j'espère que effectivement l'objectif c'est de vous donner de l'énergie, de la positive attitude, un peu d'outils, un peu de méthode pour se dire bah ça va pas se faire tout seul. Ça c'est le plus important. Et puis maintenant il nous reste tous qu'à passer à l'action, hein, je pense. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Donc ceux qui veulent échanger hein, entre nous, 5-10 minutes, il n'y a pas de souci. Olivier nous laisse la ligne jusqu'à 23h. Donc, merci donc voilà. En tout cas. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Très bien. Merci Pascal. Ouais. Merci beaucoup. Pas de rien, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager. Je vais replonger dans tes bouquins. Comment? Je vais replonger dans tes bouquins. Qui c'est qui me dit ça? Philippe Taillard. Ah, toujours Philippe, bah oui. Ouais. Ah non, là, c'est... Moi, je ne connais pas, je vais les acheter. Alors, il y en a trois, regardez. Il y a le rouge. Ouais, bah, c'est celui-là qui est devant moi, là, sur mon bureau. Il y a le orange et il y a le fuchsia. Et ils existent aussi en version électronique. Ouais, ils sont en électronique et en papier, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va les acheter déjà. Très bien, en tout cas, merci. Très bien, bah, super. Merci beaucoup. Merci de votre participation, Olivier. Voilà, j'espère que maintenant tes membres Petit Réseau vont péter la baraque quand on va sortir du confinement. J'en doute pas. On fait tout Merci pour. Pascal, merci beaucoup. Ouais. Moi, j'ai une question concernant le plan d'action. Là, ça comprend quoi? Ça signifie quoi? Alors, sur cette journée, vous allez travailler sur élaborer vos objectifs à 5 ans, à 3 ans et construire votre plan d'action pour la prochaine année, donc les 12 mois qui suivent. D'accord. Et vous repartez avec votre plan d'action le soir. Personnel, bien sûr. Hein. Chacun travaille sur son propre business. Ok. D'accord. C'est adapté même aux indépendants? Comment? C'est adapté même pour les indépendants? Ah bah c'est pour tout le monde. La méthode, elle est pour tout le monde pareil. Chacun va aller en fonction de ses ambitions, de sa vision, développer son propre business, qu'on soit indépendant ou qu'on soit pas indépendant, bien sûr. Oui, moi j'avais une petite question. Vous m'entendez? Oui. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, j'ai fait un team building autour de la danse et je m'appuie vraiment sur ça. Et je trouvais très intéressant ce que vous avez dit parce que c'est vraiment très... c'est un lien avec ce que je fais. Et oui, c'est juste pour savoir, c'est quoi votre avis par rapport à la danse et l'émotion, l'intelligence émotionnelle? Par rapport à la danse, c'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, c'était un peu léger, mais si, j'ai compris, c'est bien. Vous voulez savoir quelle liaison je fais entre l'intelligence émotionnelle et la danse? Oui, parce que c'est ça votre question? Oui. Ok. Moi, personnellement, la liaison que je pourrais faire, alors ça n'engage que moi, hein, c'est que quand on danse, on est là pour exprimer des émotions, déjà, c'est clair. C'est une façon comme une autre d'exprimer des émotions. Chacun va avoir sa façon d'exprimer des émotions. Et la danse, il y a de la passion ou il y a du besoin de sortir de l'émotion. Après, c'est très personnel aux uns et aux autres. Mais j'estime que quand vous faites des leçons de danse, en tout cas des cours de danse, je suppose que vous parlez aussi d'émotions à vos danseurs. Oui, mais c'est plutôt pour le milieu business. C'est un team building qui sera fait dans l'entreprise et c'est par rapport aux personnes qui travaillent presque toute la journée assis. Et en fait, c'est pas encore, il n'est pas encore commencé,
mais c'est juste, je voulais me faire un avis, comment il… Alors moi, j'appellerais plutôt ça du bien-être plutôt que de l'intelligence émotionnelle, puisque c'est pour aller faire en sorte que les gens ils prennent du recul, c'est ça, et qui… Ouais, alors là, du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment des compétences de savoir-être intérieur. Que là, la danse, c'est plutôt prendre du recul, partager des choses avec d'autres dans l'entreprise. C'est plutôt ça dans ce team building, c'est ça? Oui. Ouais, donc là, on ne sortira pas toutes les émotions internes des uns et des autres, à mon avis, par la danse. Mais bon, ça n'engage que moi. Non, mais c'est bien de savoir parce qu'une entreprise, déjà, on n'est pas tout à fait libre d'être soi-même. Et voilà, c'est juste… Après, la difficulté dans les entreprises, ne serait-ce que déjà avec l'outil de l'intelligence émotionnelle, hein, puisque moi je le rencontre, l'intelligence émotionnelle est un outil très, très, très personnel. Okay. Donc, le partage de cet outil dans l'entreprise, il faut être quand même très vigilant. C'est pas quelque chose qu'on peut amener en mode team building, cet outil-là. Autant les couleurs, le comportement, voilà, on peut amener ça en mode team building, que là, on est vraiment sur de l'intrinsèque et on peut pas amener cet outil en mode team building. On l'amène en mode workshop, apprentissage et connaissance de soi. Ok. Mieux rester sur la danse en général. Comme quoi la danse, c'est autre chose, voilà, oui, tout à fait. Rentrer dans les détails. Oui, là, j'ai peur qu'on fasse une amalgame entre les deux, là. Hein. Oui, bah, c'est très bien, vous m'avez répondu exactement ce que j'ai ressenti, mais c'est bien. Merci. D'accord, bah, de rien, je vous en prie. D'autres questions? Non. Pour ma part, c'est clair. C'est très clair. Ouais. Bon, bah, on va libérer tout le monde, Olivier, s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? On libère, tout à fait. On libère, hein, c'est toi le chef de la réunion, donc de rien, avec plaisir. Ah, il y a Laetitia qui lève la main. Oui, je suis désolée. Laetitia. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Laetitia. Ok, merci. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, Pascal, et je suis un peu d'accord avec tout le monde, comme quoi vous générez une très bonne énergie positive, donc ça fait du bien. C'est génial. Le seul truc, c'est que bon, moi, je suis assez lucide et pas pessimiste, mais bon, j'essaie quand même de garder les pieds sur terre et tout en essayant de trouver des solutions pour sauver ma boîte. Dans cet avenir incertain, j'essaie de trouver des solutions lambda pour éventuellement pallier à la faillite de l'entreprise. Moi, je suis en recrutement. Hein. Vous êtes en mode recrutement, c'est ça? Vous faites du recrutement? Voilà, exactement. Okay. Et mon cabinet existe depuis 7 ans et donc, depuis la date du confinement. Ah, on a quelqu'un qui a son micro là qui perturbe la communication. Ouais. Laetitia, oui, excusez-moi. Donc depuis 7 ans, c'est ça que vous disiez? Voilà, depuis 7 ans, jusqu'ici tout allait bien et à partir du moment où il y a eu le confinement d'annoncer, tous mes clients ont soit annulé l'émission, soit reporté à une date. Voire décembre 2020 et décembre 2020, c'est la deadline à laquelle je n'aurai plus de trésor. Ouais, mais il y a peut-être des entreprises et il y a quand même peut-être des secteurs d'entreprises qui recrutent là aujourd'hui justement. Il y a plein de secteurs qui sont à fond. Ouais, je me suis renseignée effectivement, mais après, ce sont des entreprises malheureusement qui ne passent plus par des cabinets de recrutement, forcément. Pour la plupart. Bon, alors après, c'est vrai que je lâche pas l'affaire, je continue de prospecter, mais j'avoue que vous parliez d'espoir tout à l'heure. L'espoir, non, la réalité. Je dirais qu'il faut être plus réaliste que croire en l'espoir, parce que l'espoir, c'est bien, mais ça ne fait pas que vivre. Voilà. On est d'accord. Non, moi, je parlais plutôt de tableau de trésor pour voir combien de temps vous avez la capacité de tenir. C'est surtout ça. Ah bah ça, je le sais. Et le plan B, c'est quoi? C'est travailler tout de suite sur le plan B, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans le néant. Ouais. Mais il y a peut-être vous savez peut-être faire autre chose que du recrutement. Ça fait un petit peu 20 ans que je suis dans le recrutement. Donc... Ouais, mais on sait tous faire plein de choses. Il faut peut-être adapter le mode de recrutement. Il va falloir peut-être le mode de recrutement, mais sans parler que du mode de recrutement, il y a peut-être plein d'autres choses que vous savez faire. Vous êtes quand même dans un milieu où on parle de plein de choses, on est dans le milieu de l'entreprise. Et peut-être que vous pouvez aussi créer une nouvelle offre, un nouveau service, un nouveau produit qui peut permettre de pallier ce temps, je ne sais pas. Je suis dans cette réflexion. Comme vous disiez, j'ai que ça à faire, à part les tâches militaires et aider mes enfants dans leur devoir. Ouais.
la réflexion. Et puis bon, dès qu'on va pouvoir ressortir et qu'on va pouvoir refaire un peu de manifestations et rencontrer des gens, ça va aussi permettre de re-remplir un peu le pipe commercial, hein, parce que tous, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Philippe qui le disait, les prospects qui étaient déjà là, on a pu effectivement continuer de les entretenir, voire les convertir. Mais en attendant, si vous n'aviez pas de prospects, à moins d'avoir de l'appel entrant, c'est très difficile d'avoir harcelé les gens les 3 premières semaines de confinement, quoi. Je veux dire, là, c'était très mal perçu d'ailleurs. Ah bah ça, les prospects, j'en ai. Hein. J'ai tout un fichier de... Oui, mais ce n'est pas des prospects chauds avec qui vous aviez déjà entretenu des relations, si? Voilà. Oui. Donc là, malheureusement, il faut attendre que la période soit hyper propice pour ne pas harceler les gens. Bah, c'est ça le problème, c'est que quand on entend encore le discours d'Édouard Philippe, il ne sait pas jusqu'à nouvel ordre quand est-ce qu'on pourra refaire des rassemblements. Et pour moi, il n'y a que des rassemblements, genre networking, où il y a 200 personnes, où on peut encore… Ouais, mais là, c'est vrai que pour l'instant, ils ont dit 10 personnes à partir du 11. Et encore, si on sort le 11. Hein. Voilà, donc avec 10 personnes, ça ne va pas très loin. Mais ce qu'il faut, c'est les 10 bonnes qu'il nous faut. Voilà. Olivier, tu dois faire des réunions avec les 10 meilleures personnes à chaque fois. Non, je voulais dire, on va le faire, le networking à 200 personnes en ligne. Ah ouais, génial. Avec Zoom, on peut faire des sous-groupes, donc on peut tout à fait refaire ce qu'on fait en vrai avec les dîners tournants, hein, où on change de table à chaque plat. Bon, Laetitia compte sur toi. Ok, écoutez, pas de souci. Hein. Je vais essayer de contact pour qu'ils participent à ce genre de Zoom, alors. Ouais, tout à fait. De rien, Laetitia. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a passé, qui veut des informations sur le 2 juin. Je vais envoyer un mail derrière à tous les participants, hein, tous ceux qui étaient inscrits. Je vais envoyer un mail avec toutes les informations, donc vous aurez tout. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a besoin, vous m'appelez. Mon téléphone sera en bas de l'email et vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. Ok. D'autres questions? Super. Non, je crois pas. Ils sont timides sur Team Réseau, Olivier? On dirait, hein. C'est peut-être la visio qui fait ça. Ouais, je suis impressionnante même en visio, purée, j'en reviens pas. Au moins, il n'y a pas les sévices physiques. Là, il n'y a pas les sévices physiques aujourd'hui, on est complètement d'accord. Moi, j'ai une question, Pascal. Certains me demandent là, par WhatsApp si on va avoir le PowerPoint ou pas, que tu as projeté. Allez, cadeau. Ok. Je vais vous envoyer un lien pour Je vais vous envoyer un lien pour télécharger. Super. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Optime Réseau, hein? Merci. Non, mais c'est vrai que parce que j'ai parlé quand même assez vite aussi. Et c'est bien de revoir les concepts en images. Surtout la zone de confort, elle intéresse celle-ci. Ouais. Pas de souci, vous allez l'avoir. Merci. Bon, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se libérer. Très bien. Okay. Merci beaucoup, Pascal. C'était un plaisir d'échanger avec vous tous. Il y a encore 26 personnes de connectées quand même, c'est pas mal. Hein. Ça fait… Pascal. C'est génial. Merci à tous en tout cas. Merci. Je n'ai pas pu identifier exactement qui était là ou pas là parce que bon, du coup, ça faisait beaucoup de monde sur l'écran. Mais je pense qu'Olivier, je verrai avec la liste des gens qui ont participé. Tu l'as de toute manière, toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Ouais, d'accord, ok. Bon, donc voilà, je vais préparer le petit mail et puis on va vous envoyer ça avec Olivier derrière. D'accord? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.